Bonjour à toutes et à tous. Au nom de la commission métier, je remercie les quelques 31 collègues qui suivent ce webinaire aujourd'hui sur un retour d'enquête sur l'usage du dictionnaire des compétences. Je vais dire quelques mots de ce dictionnaire que vous connaissez ou pas, justement, ça sera l'occasion. Et d'abord, commencer par remercier les collègues qui co-animent ou qui participent à ce webinaire, en commençant par les deux collègues qui vont nous présenter en deuxième partie de séance un retour d'expérience sur l'utilisation du dictionnaire des compétences. Donc, Odile Julien Cottard du SCD de Lyon 3, que je remercie, et Sarah Hurter-Savy de l'Université Côte d'Azur, que je remercie également. Je vais remercier également les deux pilotes du dictionnaire et de l'enquête qui a été menée, qui vont nous présenter le bilan de cette première année de fonctionnement et également qui ouvriront la discussion sur et l'échange avec vous tous sur voilà, les axes d'amélioration et possibles autour de cet outil, à savoir Corinne Maubernard et Odile Nguyen. Donc, comme vous le savez, hein, peut-être, ce dictionnaire des compétences, il a été mis en ligne à partir d'octobre 2024 sur le site de la DBU. C'est l'histoire ou le premier résultat, on va dire, parce que c'est encore du work in progress. En tout cas, c'est la forme qui le permet et qui l'encourage. C'est le résultat d'un travail qui a été mené sur 3 années au sein de la commission métier, avec pour idée de constituer à partir des référentiels existants, de constituer un outil orienté sur, non pas sur les activités, mais orienté sur l'ensemble des compétences métiers qui sont déployées dans les établissements documentaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est un outil qui est extrêmement précieux, hein, parce que comme vous le savez, à part Référence 3, il n'y a pas trop d'outils à jour dans le SR concernant les métiers et les compétences au sein de la documentation. Et cet outil a comme vocation de servir à plusieurs usages. Il a bien sûr un usage au niveau de tout ce qui concerne la GRH en interne, hein, c'est-à-dire l'élaboration des fiches de poste, la veille professionnelle sur les nouvelles compétences mises en œuvre, par exemple. C'est aussi un outil qui peut permettre aussi aux agents de réfléchir un petit peu à l'évolution professionnelle et aux compétences qu'ils souhaiteraient développer au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est aussi un outil qui peut nous permettre de mieux travailler avec nos directions de ressources humaines dans nos établissements, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Donc, ce dictionnaire a un an. Ce qu'on a souhaité faire au sein de la commission, c'est de faire un premier retour de son utilisation pour à la fois cerner quels étaient les usages mis en œuvre, mais aussi quels étaient les axes d'amélioration qui étaient souhaités et qui sont souhaités par les collègues. Donc, mes deux collègues, hein, Corinne et Odile, vont vous parler de ça. Et ensuite, on passera au retour d'expérience avec Odile et Sarah. Je vous cède la parole. Merci Benjamin. Bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter le retour sur l'enquête de 2025 faite à propos de ce dictionnaire des compétences et connaissances en bibliothèque de l'ESR avec Corinne. Et voilà, on est ensemble jusqu'à 15h30 à peu près et on laissera de la place pour des échanges en fin de webinaire. Corinne, tu peux passer la première diapo. Merci. Donc, le plan de notre intervention, donc une première partie sur la restitution de l'enquête, ensuite, comme le disait Benjamin, deux retours d'expérience, et on verra ensuite les axes d'amélioration. Donc, pour l'instant, on va déjà parler de la restitution de l'enquête et tout d'abord du contexte. En fait, cette enquête sur les usages du dictionnaire a été diffusée sur le forum de la DBU en octobre 2025.
Il y a un certain temps qui a été laissé pour permettre aux gens de répondre à cette enquête. Et on a eu 156 réponses. Sur ces 156 réponses, on a bien fait le tri. Certains s'étaient juste connectés, n'avaient pas répondu. Donc, on a eu finalement 84 réponses exploitables. Si l'on regarde les établissements des personnes qui ont répondu, on a environ 70% de bibliothèques universitaires ou indiquées comme SCD, ce qui correspond à 83,3% des répondants. Donc, on voit bien que l'usage massif se fait plutôt dans les BU. En tout cas, l'enquête s'est plutôt portée sur les personnels des BU. Les autres réponses venaient de gens qui travaillent soit dans des CRFCB, soit dans Couperin, dans des écoles supérieures comme l'École nationale des ponts et chaussées, le CTLES, etc. Mais c'était vraiment des réponses un petit peu à la marge par rapport aux réponses massives des BU. Les répondants, donc on vous a indiqué équipe de direction, chef de service, correspondant formation. En fait, on a à peu près 20% de directeurs et 45,2% de responsables de bibliothèques universitaires ou de gros départements dans des SCD. Et on a à peu près un cinquième de réponses qui viennent des correspondants formation, qui sont un public vraiment visé aussi par ce dictionnaire. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que en fait, c'est surtout des cadres qui ont répondu, ce qui s'explique aussi par le canal de diffusion de l'enquête finalement, puisqu'on est sur le forum de la DBU auquel participent les cadres des bibliothèques. Les questions, on les a voulues assez précises et assez ouvertes. Donc, il y avait des questions sur les usages, sur les difficultés rencontrées, les points forts, les axes d'amélioration. Euh, Tu peux passer la suite, merci. Et les répondants se sont partagés entre ceux qui ont utilisé le dictionnaire et ceux qui ne l'ont pas utilisé. Et en fait, 70% des répondants ont utilisé le dictionnaire, ce qui correspond à 59 réponses. Et ceux qui ne l'ont pas utilisé, mais qui ont quand même répondu à l'enquête, ce qui était intéressant, ont indiqué qu'ils n'en avaient pas forcément besoin, en fait, ou alors ils n'y avaient pas pensé, ou ils n'avaient pas pris le temps, et il y avait cette réponse vide. En fait, la connaissance du dictionnaire n'est pas si généralisée que ça. Donc, on sent qu'on a encore un effort de communication à faire sur cet outil-là. Sur les usages les plus courants, vous les voyez dans le camembert qui est indiqué ici. L'usage le plus important, c'est pour élaborer une fiche de poste. La deuxième, donc à 64,40%. La deuxième utilité du dictionnaire, c'est accompagner l'évolution de l'organisation et on verra justement dans les retours d'expérience tout à l'heure que ça vient un peu dans ce contexte-là. Ça peut être aussi de faire de la veille professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est vraiment l'idée que on découvre tout ce que propose la DBU. Enfin, on imagine sur le site de la DBU, on va voir les nouveaux outils proposés. Un autre usage à 23,70%, c'est définir des objectifs de formation, des compétences visées. Donc, on imagine que ce sont plutôt les correspondants formation qui l'ont utilisé de cette manière-là, et on verra sans doute avec Odile Julien Cottard tout à l'heure. Et enfin, autre réponse, ça peut être pour faire un dossier RAEP, ça peut être pour faire un rapport d'aptitude, un auto-diagnostic de ses propres compétences ou une projection sur un autre poste. En fait, il y a pas mal d'usages, on a essayé de les regrouper de cette manière. Il faut dire que les possibilités de réponse étaient proposées par l'enquête et s'il y avait d'autres utilisations, elles étaient plutôt dans des textes libres. Voilà, donc dans les textes libres, autre réponse, il y avait par exemple la rédaction d'un projet de service, il y avait clarifier les rôles dans un projet collaboratif, ça pouvait être pour un plan de formation des personnels, pour des entretiens professionnels, pour des formations dispensées aussi. Voilà, globalement, c'était des usages qui sont assez variés et qui sont intéressants parce qu'on voit bien que la notion de compétence est vraiment utile pour tous ces usages-là. Je te laisse poursuivre. Alors, Voilà. oui, oui, c'est bon, je prends la suite. Alors, d'abord, bonjour à toutes et tous. Alors, au travers de cette enquête, après avoir sondé donc les finalités d'utilisation par les répondants, ce qu'on a souhaité interroger, c'était également les modalités d'interrogation et de recherche via le dictionnaire.
Si vous l'avez déjà consulté, vous avez pu remarquer qu'il y a finalement deux types d'entrées. Une entrée par grand domaine thématique, qui sont au nombre de 11, plus deux sous-domaines qui sont en lien avec les compétences comportementales, relationnelles et les compétences transversales. Et à côté de ces entrées par briques thématiques, on a la possibilité également de faire des recherches en langage naturel via un moteur de recherche. Donc, ce que l'enquête a permis de mettre en évidence, c'est que parmi les 59 répondants ayant déclaré avoir utilisé le dictionnaire, c'était l'entrée par domaine thématique qui était la plus utilisée, donc à 88%. Le moteur de recherche est également utilisé. 56% des répondants déclarent avoir fait des recherches via ce biais-là, mais dans une moindre mesure que pour ce qui concerne la navigation par domaine thématique. Ce qui a permis de mettre en évidence l'enquête, et c'était un point d'intérêt pour nous à des fins d'amélioration de l'outil, c'était de voir si certaines fonctionnalités du dictionnaire étaient utilisées. Comme vous l'avez peut-être identifié si vous avez déjà consulté le dictionnaire, sous la barre de recherche, en fait, du moteur de recherche, il y a des liens vers un à propos qui permet de mieux comprendre l'état d'esprit dans lequel l'outil a été construit et un petit peu la manière, enfin les parties qui ont été prises à l'origine pour sa constitution. Il y a également un mode d'emploi, l'accès à un mode d'emploi qui permet d'avoir des conseils et des consignes et des éléments de compréhension pour l'utiliser au mieux. Et il y a également une fonctionnalité que l'on avait souhaité permettre via l'outil dès l'origine, à savoir d'exporter soit au format PDF, soit au format XLS, donc Excel sous forme de tableur, l'entièreté du contenu du dictionnaire, à savoir l'ensemble des compétences et des connaissances. Et ce qu'a permis de mettre en évidence l'enquête, c'est que ces fonctionnalités-là n'étaient pas identifiées et de manière assez large, puisque vous le voyez là sur la diapositive, que ce soit l'à propos, le mode d'emploi ou les fonctionnalités d'export, elles n'ont pas été identifiées à plus de 85%, donc par une immense majorité finalement des personnes ayant déclaré avoir fait un usage du dictionnaire. Et ceci va nous permettre de voir ensuite que c'est peut-être également une piste qui permet de mettre en évidence certaines limites de l'outil qui n'ont pas été peut-être identifiées et sur lesquelles il va falloir que l'on axe nos efforts pour apporter des améliorations à l'outil. Comme nous le disions avec Odile, voilà, l'objet de cette enquête, c'était vraiment d'essayer de voir si des attentes n'étaient pas satisfaites. Et donc, on a également posé une série de questions sur le contenu en fait du dictionnaire, après avoir posé des questions sur l'ergonomie et la navigation. Alors, ce qui a permis de mettre en évidence l'enquête, c'est que visiblement, les personnes ayant déclaré avoir utilisé l'outil ont indiqué ne pas avoir rencontré de difficultés particulières dans la navigation, ce qui tend à montrer que la navigation, que ce soit par les domaines thématiques ou une fois que l'on a interrogé via le moteur de recherche, le dictionnaire est quand même assez aisé. On avait d'ailleurs, on l'explique notamment dans le mode d'emploi de l'outil, il y a un système de fil d'Ariane qui permet de remonter à la racine en fait des compétences et qui est assez pratique pour se repérer dans l'outil. Donc, sur des aspects navigation en tant que tel, visiblement, voilà, l'enquête a montré que l'outil était assez simple d'utilisation. En revanche, en matière de contenu, on a plus d'un quart des répondants qui ont indiqué ne pas avoir trouvé de compétences ou de connaissances correspondant à leur recherche. Vous voyez sur la diapositive 27% des répondants. On a un peu plus d'un cinquième des répondants qui ont par ailleurs indiqué que la formulation des compétences ou des connaissances ne correspondait pas à ce qu'ils recherchaient.
Donc tout cela, en fait, c'était vraiment ces éléments-là qu'on souhaitait identifier au travers de l'enquête. Et c'est en lien avec ce que je disais sur la diapositive précédente, montre peut-être que les objectifs du dictionnaire et le mode d'emploi n'ont pas été identifiés. Donc, il va falloir qu'on fasse un effort sur la pédagogie autour de l'outil et la manière de montrer comment finalement l'utiliser au mieux, cet outil, mais également qu'il y avait une demande quand même assez significative de la part des utilisateurs de compléments, d'apporter voilà, des améliorations à l'outil, mais là, cette fois-ci, plutôt sur le fond et sur les compétences et connaissances elles-mêmes. Et on y reviendra plus particulièrement dans la troisième partie de ce webinaire quand on abordera les axes d'amélioration. Alors, on a extrait simplement, pour vous en rendre compte, certains verbatims qui figuraient dans l'enquête, puisqu'on avait, comme l'a rappelé Odile, des questions assez ouvertes avec des champs de commentaires libres. Par rapport aux points forts du dictionnaire, ce qui ressort, donc on le disait là à l'instant, c'est un outil qui est bien construit globalement, facile à utiliser, qui est également synthétique, et c'est vrai qu'on est sur un ensemble d'un peu plus de 200 compétences et connaissances, à peu près 240. Voilà, donc assez ramassé, hein. On l'avait vraiment construit dans cette optique-là, avec un socle finalement de compétences et de connaissances principales par rapport aux différentes thématiques. Et c'est un outil qui ressort comme étant adapté aux bibliothèques et aux préoccupations métiers, ce qui nous conforte finalement dans ce qui était l'objectif initial de l'outil, c'est-à-dire non pas de se substituer au référentiel existant, mais d'être vraiment d'une utilité immédiate pour les professionnels des bibliothèques de l'ESR. Alors, en contrepoint de ces points forts, on a forcément des points faibles. Ce qui est ressorti, et on aura l'occasion d'en reparler après dans la troisième partie sur les axes d'amélioration, c'est ce que je disais précédemment sur le contenu de l'outil. Il ressort parfois une confusion dans la formulation des compétences qui peut faire penser qu'on est en présence non pas de compétences, mais plutôt d'activités. Or, notre objectif était vraiment d'élaborer un dictionnaire des compétences et pas un dictionnaire des activités. Donc là encore, c'est un point assez central sur lequel on souhaitera ensuite apporter des améliorations. Certains répondants ont pu indiquer que l'outil était incomplet. C'est à mettre en relation avec la réponse présentée précédemment, dans laquelle on voit qu'il y a un peu plus d'un cinquième des répondants qui ont indiqué ne pas avoir trouvé de formulation de compétences ou de connaissances par rapport à ce qu'ils recherchaient. On a également souhaité l'indiquer ici. Certains répondants nous ont indiqué que cet outil était difficilement comment dire, mobilisable en lien avec les outils dont ils pouvaient disposer en local dans leur établissement et qu'il était parfois difficile de faire le lien et d'articuler le dictionnaire des compétences avec d'autres outils, on va dire, locaux. Et enfin, et là encore, ça concerne plus le contenu, certains répondants ont indiqué qu'il pourrait être intéressant d'illustrer certaines compétences grâce à des exemples concrets d'activités. Et là encore, c'est un élément sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans la troisième partie de ce webinaire. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va vous proposer, alors je ne sais pas, Odile, si tu as une vision sur le chat, si on a d'ores et déjà des questions à ce stade éventuellement sur cette première partie Pas encore de questions. de restitution de l'enquête, voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat si vous le souhaitez. On pourra prendre bien évidemment un temps pour y répondre. Voilà, donc après cette présentation rapide
de la synthèse des résultats de l'enquête qui a été diffusée en fin d'année dernière sur le dictionnaire. Nous souhaitions aujourd'hui vous proposer en fait d'entendre deux collègues qui nous font le plaisir de nous faire chacune un retour d'expérience par rapport à leur contexte local. Donc tout d'abord Odile Julien Cotta, à qui je vais laisser la parole très très rapidement, qui travaille au sein du ASCD de l'Université de Lyon 3 en tant que correspondant de formation. Et nous aurons également une intervention de Sarah Hurter-Savy, qui est directrice de la DIPSO, la direction des bibliothèques et de la science ouverte de l'Université Côte d'Azur, qui, avec Caroline Brûlé, de la mission qualité, évaluation et aide au pilotage, qui travaille en lien avec Sarah, mais qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, qui nous présentera également son propre retour d'expérience au sein de son établissement. Donc, je vais céder la parole à Odile en la remerciant pour son retour d'expérience. Merci, Odile. Bonjour, mais c'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer et de faire ce retour d'expérience qui est vraiment un retour voilà, avec tous les défauts qu'a ce projet. Mais en tous les cas, merci. Et puis je voulais rajouter aussi qu'en plus de ma casquette de correspondante formation, j'étais également, comme Caroline Brûlé, responsable de la mission indicateurs et qualité. Et ce n'est sans doute pas anodin dans notre intérêt pour ce dictionnaire des compétences, qui pour moi, je dois le dire, a quand même changé ma vie de COFO. Voilà, donc les choses sont dites, on peut passer à la diapo suivante. Merci Corinne. Et donc, comment je l'ai utilisé? Eh bien, c'est pour le plan de formation. Le plan de formation qui, depuis 2024, s'organise autour du dictionnaire des compétences de la DBU. Alors, on passe à la diapo suivante. Avant, dans une autre voilà, il y a une dizaine d'années, le plan de formation des BU Lyon 3, il était organisé en 8 parties, totalement inégales. En fait, les demandes des agents et puis les projets de service étaient classés. Voilà, classés en 8 parties. Par exemple, la partie 6, qui était l'appui aux actions, était sous-divisée en 6 sous-parties. Donc, en fait, c'était les 3 quarts des demandes de formation étaient dans cette partie 6 qui était sous-divisé en parties comme circuit du document, communication et mise en espace, langue, enfin voilà, un peu un fourre-tout. Et il y avait aussi des parties qui s'appuyaient sur des missions de la BU et puis d'autres parties qui étaient plutôt des parties opérationnelles, des sous-ensembles, gestion de carrière, concours, des parties très, très pragmatiques. Voilà, donc ça ne correspondait pas pour moi à une vision claire des besoins des bibliothèques. Donc travail sur comment organiser, comment structurer ce plan de formation. Je vous épargne l'année où on a essayé de le calquer sur le plan de formation de l'université. Ça a été un échec retentissant. L'objectif, c'était qu'il soit inclus dans le plan de formation de l'université. Et au final, on n'a pas été plus inclus dans le plan de formation de l'université et les collègues ne retrouvaient pas voilà, leur demande de formation. Voilà, ça a été donc ça, échec. Donc après, on s'est dit, on va le mettre, pardon, c'était la diapo, voilà, en 2021-2022, et ben, je me suis dit, on va le mettre calqué sur les missions des BU, donc qui sont de 2 à 6, missions des bibliothèques, missions traditionnelles, avec une partie pilotage et prospective ben, pour mettre en musique toutes ces missions, et puis une partie accompagner les personnels dans l'exercice de leur mission et développer les compétences dans laquelle on retrouvait la formation en langue, bureautique, etc. Voilà, donc structuration en mission avec 2 sous-parties. Mais bon, cette organisation nous convenait mieux, mais avec des questions. Voilà, où est-ce qu'on met les demandes de formation telles que l'anglais, préparation au concours, gestion du stress, gestion du temps. Nous, on les avait mis en partie 7, mais c'est une partie fourre-tout. Voilà, c'est-à-dire qu'on retrouve dans cette partie tout ce qu'on ne peut pas mettre dans les autres parties. Et puis, l'objectif toujours les questionnements, c'était autour de cette organisation du plan de formation, c'était comment le rendre plus lisible pour les tutelles, et puis aussi pour les organismes voilà, qui reçoivent ce plan de formation, tels que l'ANSIB, les CRFCB ou l'URFIST.
Et voilà, donc ça c'est une diapo pour récapituler un peu tous les questionnements sur comment organiser. Ben, on peut opter pour le classement niveau zéro qu'on voyait il y a une vingtaine d'années, où en fait il n'y avait pas de classement, juste une liste des demandes des agents. Bon, peu satisfaisant, et puis qui ne reflète pas du tout l'organisation d'un SCD et puis voilà, les besoins en compétences montée en compétences des agents. Un classement 2 qui est un classement par département ou service, mais qui fait un peu un fonctionnement par silo, parce que si vous avez un agent du service public qui demande une formation à la science ouverte, ben voilà, on le met où? Ensuite, un classement, une option 3, un classement voilà, par mission DBU, mais voilà, il manque tout ce qui est développement personnel, préparation au concours, etc. Et puis l'option 4, classement par compétences, où là, en nous appuyant sur donc les 13 domaines, les 11 domaines plus les deux sous-domaines de la DBU, eh bien, grâce à cette articulation, chaque demande a trouvé sa place. Et donc, pour illustrer, donc on a proposé notre plan de formation 2024-2026, organisé en sept parties, puisque voilà, les 13 domaines, on les a regroupés en 7, donc en regroupant la plupart du temps deux par deux, parce que ça allait ensemble, management, pilotage, ça va ensemble, politique documentaire tout seul, voilà, service public, formation des usagers regroupés, puisque nous, c'est dans le même département. Mais voilà, après, on peut l'organiser autrement. Mais donc, on structure en domaine ADBU et on peut visualiser par département. Voilà, on va passer à la diapo suivante. Donc, voilà, ce que ça. Alors, on l'a fait dans un Geniali, mais donc il y a une entrée et là, vous retrouvez ce qu'on voit sur le dictionnaire de compétences de la DBU, hein, les mêmes icônes sur lesquelles j'ai rajouté des plus. Et quand on clique sur ce plus, on a bien la liste des demandes de formation des agents. Et puis après, on a aussi une approche par département, donc avec voilà, les 4 départements et la direction, plus les missions. Et là, on peut avoir une vision des besoins des collègues par département. Et puis, pardon, juste avant, pardon Corinne, et puis la petite insert, juste pour illustrer, ça c'est la petite anecdote, donc dans le plan de l'université, dans le plan de formation de l'université, on est maintenant toujours en annexe, mais bon, tant pis, on a arrêté de se vexer. Donc il y a le mot de la directrice, et puis il y a un QR code, et quand ils cliquent sur ce QR code, ils ont accès aux demandes, voilà, au Geniali, qui récapitule les demandes de formation des bébés. Voilà. Et donc concrètement, bah, comment on procède? Alors nous, on a trouvé le fichier Excel le fichier Excel du dictionnaire et on s'en sert beaucoup puisqu'on note, donc on liste sur, comme tous les correspondants formation, on liste sur des fichiers Excel les demandes de formation des agents et puis celles des projets de service. On ajoute le département ou le service d'appartenance de l'agent pour pouvoir faire un tri par cette dénomination-là. On ajoute les colonnes du dictionnaire de la DBU avec les domaines, les sous-domaines et les compétences. On précise dans une colonne, parce qu'on a fait un regroupement, donc voilà, pour passer de 13 à 7, ben, on a donné des numéros à ces 7 parties. Et puis ensuite, on extrait les tableaux croisés dynamiques que l'on veut, par département, par agent, par compétence, etc. Voilà, donc là, 2 extraits, bon, c'est juste pour vous montrer voilà, comment on procède, hein. On a d'abord le fichier Excel avec les noms des personnes, là je l'ai anonymisé, mais comme ça nous permet de nous y référer quand on a une demande d'agent, pour vérifier qu'il est bien inscrit dans le plan de formation. Et puis ensuite, on en fait un extrait qu'on envoie donc aux tutelles, là un extrait anonymisé et qu'on classe par domaine ADBU. Alors, quels sont les avantages d'utiliser ce dictionnaire? C'est que, en fait, on évite l'effet fourre-tout. On n'a plus cette partie 7 qu'on avait en 2021-2022 où on avait l'anglais, le stress, les concours, etc. On a une approche globale par domaine de compétences et ce qui permet de prioriser les actions. On peut quand même, parce que les chefs de département apprécient d'avoir une approche par département et service, on peut conserver cette approche par département et service. Donc ça, ce sont voilà, des atouts qui nous ont été donnés par ce dictionnaire des compétences. Toutefois, et c'était la remarque de Corinne, c'était certaines formations, voilà, on a du mal à trouver leur domaine. Par exemple, l'IA, ça c'est effectivement, voilà, où est-ce qu'on le classe?
Alors moi, j'ai mis avec la veille, mais bon, ça commence à être un peu pléthorique. Préparation au concours, voilà, est-ce que tout ça, ce sont des compétences transversales? Est-ce que ça ne va pas devenir un nouveau fourre-tout? Mais bon, s'il y a voilà, un projet de compléter ce dictionnaire, ben, ça sera effectivement là-dedans qu'il va falloir trouver, voilà, compléter avec ces informations-là. Et en projet, parce qu'évidemment, rien n'est jamais, ça y est, on se repose pas sur ses lauriers, parce que voilà, je vous dis, je pense qu'on est au milieu du gué, que ce plan de formation, il répond déjà à pas mal de besoins, mais moi, j'aimerais pour les 2 ans qui viennent, proposer une entrée par compétences, tout ça pour avoir un meilleur pilotage global des ressources humaines. Et pour illustrer, je vous ai mis une copie d'écran de ce qui peut ressortir dans les demandes 2025 et où on voit que, par exemple, il y a 10 personnes qui ont demandé d'acquérir la compétence de prendre en charge les publics à besoins spécifiques. Où là, 10 personnes sur 70, on est 70 personnes, ça commence à faire quand même nombre et on se dit on pourrait organiser une formation intra sur le sujet, parce qu'en BU, vous voyez sans doute, on a de plus en plus d'étudiants avec voilà, des handicaps visibles ou invisibles, et comment on fait pour les accueillir en bibliothèque. Donc cet outil, ce dictionnaire des compétences, peut nous permettre d'avancer en ce sens et de mieux clarifier nos besoins. Voilà, je pense que j'étais rapide peut-être. J'ai dit voilà, tout ce que j'avais à dire. Est-ce que vous avez des questions? Tout d'abord, merci infiniment, Odile. C'était très intéressant de voir cette application concrète d'un usage du dictionnaire enfin, au prisme de la formation continue. J'avais peut-être une question, peut-être avant de faire venir d'autres questions parmi les participants au webinaire. Est-ce que dans votre expérience, vous avez eu l'occasion avec certains agents du SCD justement d'évoquer l'existence de ce dictionnaire, par exemple pour des agents qui préparent des concours et qui souhaitaient éventuellement mettre en avant certaines compétences via leur CV ou via, je ne sais pas, un dossier RAEP par exemple? Tout à fait. Régulièrement pour les préparations au concours, enfin les collègues qui sont admissibles au concours ou ceux qui préparent des dossiers RAEP, c'est vraiment, je les oriente vers ce dictionnaire des compétences parce que ça permet voilà, de mettre des mots, de bien vérifier. Voilà, ça a été utilisé dernièrement par une collègue qui a été admise, avec Odile, on était à l'oral blanc, une collègue qui a été admise au concours de Bibor Class et elle a utilisé, elle me le redisait à midi, elle a utilisé le dictionnaire des compétences. Voilà, donc non, c'est un outil utilisé. On a une question, Odile. Merci pour cette présentation. Quelle articulation faites-vous finalement avec l'offre de formation de l'université? Vous ne mettez là-dedans que les formations intra. Appliquez, vous, ce suivi par compétences sur les autres formations suivies par les personnels, CRFCB, université, URFIST. Donc, Ah, on met tout. vous Pardon, alors mettez je tout. n'ai pas été suffisamment claire. Toutes les formations, enfin, toutes les demandes de formation, y compris celles proposées par l'université, les formations Excel, on les met. Et c'est pour ça qu'effectivement, dans le plan de formation de l'université, on ne peut être qu'en annexe, puisque ça serait doublon. Oui, oui, les demandes de formation management proposées par l'université, elles figurent, et les demandes de formation catalogage, par exemple, c'est des formations proposées souvent par Mediate, ou par la BES, ça dépend, on les met également. D'accord, la personne n'avait pas bien compris, donc elle remercie. Non, c'est moi qui n'ai pas. S'il y a une question, c'est que ça n'a pas été clair. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas particulièrement, Corinne. Eh bien, merci Odile, merci encore. On va laisser la parole maintenant à Sarah Hurter-Savy, qui va nous présenter le retour d'expérience de la DIPSO. Et donc, Sarah, je te laisse la parole et je suis à ton écoute pour faire défiler également le support. Parfait, merci beaucoup Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter rapidement un retour d'expérience suite à l'utilisation du dictionnaire de compétences de la DBU dans le cadre de la mise à jour des blocs compétences de l'ensemble des fiches fonctions et fiches de poste de la DIPSO.
Ce travail s'est inscrit dans le cadre de la rédaction d'un projet de service du SCD, projet de service 2024-2028. La DIPSO est constituée de 11 bibliothèques et de 100 agents. La méthode de travail a été collaborative. Elle s'est déroulée sur trois phases, dont une phase diagnostique de l'organisation. Le projet de service a permis d'identifier 5 ambitions qui ont été déclinées elles-mêmes en objectifs stratégiques et opérationnels. Afin d'atteindre des objectifs fixés, le projet de service s'est accompagné d'ajustements organisationnels. Et ces ajustements ont nécessité de mettre à jour l'ensemble des fiches fonctions qui préexistaient et qui avaient été élaborées en 2015 suite à une réorganisation structurelle du SCD. On va passer à la slide suivante. Voilà. Donc, la fiche fonction, c'est un document qui décrit le périmètre des missions liées à une fonction au sein du SCD. Une fiche fonction se compose de 4 blocs. Un bloc qui positionne le poste au sein de l'organisation, un bloc qui décrit succinctement les attendus de la fonction, et un bloc activité qui détaille les missions, les activités et qui redétaille un petit peu les activités. Et évidemment, cette fiche fonction comporte un bloc de compétences classiquement structuré autour de 3 éléments, les connaissances, les compétences opérationnelles et les compétences comportementales. Alors, la DIPSO dispose aujourd'hui de 64 fiches fonctions, donc qui correspondent donc aux fonctions présentes dans l'organigramme. Et ces fiches fonctions viennent alimenter les fiches de poste. Alors, il faut savoir qu'à l'Université Côte d'Azur, enfin à la DIPSO, une fiche de poste est quasiment systématiquement composée de plusieurs fonctions, en principe 2, parfois 3, ce qui veut dire qu'une fiche fonction peut venir alimenter, enfin, une fiche de poste peut être alimentée par 2 fiches fonctions différentes. Ça a son importance, vous verrez tout à l'heure pourquoi. On va passer à la slide suivante. Alors, comment avons-nous procédé? Alors, historiquement, il faut savoir que chaque rédacteur de fiche de poste choisissait les compétences qu'il jugeait pertinentes au moment où il rédigeait la fiche de poste. Alors, les compétences étaient issues essentiellement de références ou d'autres référentiels existants, mais aussi et essentiellement de compétences maison qui étaient en fait élaborées ex nihilo au fur et à mesure des besoins. Le constat au moment de la rédaction des fiches de fonction, c'était de constater une forte hétérogénéité dans le choix des compétences pour des fonctions identiques. Hétérogénéité, de granularité différente, des compétences qui n'étaient pas du tout les mêmes, qui variaient d'une même fonction à une autre selon le rédacteur de la fiche de poste. Et il faut savoir aussi que ce bloc des compétences est resté très longtemps en jachère, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de mise à jour et quasiment pas de questionnement concernant la qualité des compétences attendues et la mise à jour de ces compétences. Alors, ce constat n'était pas du tout nouveau, hein, puisque ces fiches de poste, fiches fonctions, bloc compétences n'avaient pas été mises à jour depuis, je pense, une bonne quinzaine d'années, ou alors de façon très individuelle, en fonction du souhait du rédacteur. Et en fait, pour nous, ce dictionnaire des compétences ADBU a été un vrai déclencheur parce qu'il nous manquait en fait un élément déclencheur pour travailler sur ces mises à jour. Et puis surtout, nous considérions que nous ne disposions pas d'un cadre de référence, pour ne pas dire référentiel, suffisamment à jour et suffisamment adapté pour travailler de façon efficace et facilement. Donc, dans ce contexte, de notre point de vue, le dictionnaire des compétences ADBU a été une vraie opportunité. Elle nous a permis d'enclencher à la fois une dynamique et un dialogue interne, de constituer un vrai outil d'harmonisation. Et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure que finalement, le dictionnaire était pour nous aussi un outil d'aide à la rédaction des fiches de poste et des fiches fonctions. Voilà. Alors, concrètement, comment avons-nous travaillé? Nous avons travaillé en 4 étapes. Dans un premier temps, nous avons demandé au rédacteur des fiches fonctions de travailler exclusivement à partir du dictionnaire ADBU. Nous l'avons donc présenté aux intéressés, qui l'ont trouvé facile, fonctionnel, mais il y a eu beaucoup de réticence, de scepticisme dans son utilisation immédiate. Donc, nous avons changé notre stratégie et nous leur avons mis à disposition 2
documents. Une extraction, donc nous avons effectivement utilisé, c'était très confortable, la fonctionnalité extraction Excel du dictionnaire, donc exhaustivement. Et parallèlement, donc Caroline, qui n'est pas présente aujourd'hui, elle a une réunion importante par ailleurs, mais qui a été la cheville ouvrière de ce projet, a produit un tableau, un fichier Excel maison qui reprenait l'ensemble des compétences références. Voilà. Donc, à partir de ces deux outils, nous avons donc demandé au rédacteur des fiches fonctions d'opter, de choisir, enfin, d'utiliser les deux outils, mais avec une consigne d'utiliser prioritairement le dictionnaire ADBU. C'est-à-dire qu'ils trouvaient dans Reference ou dans leur liste maison des choses approchantes, on leur demandait de privilégier le dictionnaire des compétences ADBU. Donc, on leur a demandé, sur la base de ces deux documents, de renseigner le pavé relatif aux compétences, donc le pavé des fiches fonctions dont ils avaient, qui relevaient de leur périmètre, en renseignant les compétences opérationnelles et les compétences comportementales, et en leur demandant, dans ce tableau, de préciser d'où étaient issues les compétences du dictionnaire ADBU, de référence. On leur a donné la possibilité de reformuler une compétence ADBU ou de reformuler une compétence référence et encore une fois, potentiellement de rester sur une proposition personnelle. Donc, sur cette base-là, voilà. Oui, oui, c'est bien. Tu peux y aller, Corinne. Sur cette base-là, donc, les rédacteurs ont renseigné leurs fiches fonctions. Caroline s'est saisie de l'ensemble des blocs et des fiches fonctions, des 64 fiches fonctions, et les a concaténées dans un tableau Excel unique. Ce tableau Excel nous a permis ensuite de trier les compétences par service, c'est-à-dire mission, département, bibliothèque, par fonction, donc chargé de, responsable de, adjoint à, par type de compétences également, pour travailler les trois blocs, et puis donc la description de la compétence et l'origine de la compétence. Sur cette base-là, en fait, c'est un gros travail qui a été réalisé. Sur cette base-là, nous avons pu, avec Caroline, et c'était l'objectif initial, tenter donc d'harmoniser nos fiches fonctions. C'est-à-dire que on s'est rendu compte que pour plusieurs fonctions, finalement, nous avions avant des granularités, des disparités énormes sur les compétences attendues. Et il nous avait paru intéressant d'essayer d'harmoniser tout cela. C'est-à-dire que quand on est chargé de adjoint à, on a des compétences attendues relativement communes. On s'occupe de documentation, qu'on s'occupe de services au public. Quand on est responsable d'eux, c'est pareil, on a tous du pilotage, du management, de l'accompagnement au changement. Donc avec Caroline, on a essayé de produire une harmonisation. Donc on a bien identifié pour chaque fonction les fonctions vraiment qui nous semblaient pertinentes pour le niveau de responsabilité et des fonctions attendues. Voilà. Une fois que ce travail a été finalisé, nous l'avons présenté en groupe de travail à l'équipe de direction élargie, qui a validé, qui a échangé autour des compétences que nous avions retenues. Nous sommes arrivés à un tableau Excel unique, validé, ce qui a permis ensuite à Caroline de réalimenter les 64 fiches fonctions sur le bloc compétences et dans les trois niveaux, connaissances, compétences et compétences comportementales. Voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans les fiches fonctions, nous avons les compétences spécifiques à la fonction, mais le nombre de compétences n'est pas limité. C'est-à-dire que ce sont les compétences qu'on estime exhaustives, voilà, les plus larges possibles. Et elles reflètent en réalité l'intégralité des connaissances et des compétences attendues. Au niveau de la fiche de poste, par contre, puisque une même fiche de poste peut se composer de plusieurs fiches fonctions, il nous a fallu limiter le nombre de compétences. Donc, nous avons donné comme consigne au rédacteur des fiches de poste de limiter le bloc compétences, les trois blocs, à 14 compétences maximum. Voilà. Ça veut dire que les rédacteurs de fiches de poste continuaient à conserver une certaine marge de manœuvre dans la manière dont ils décrivaient les compétences attendues pour un poste donné. Voilà. Alors,
le résultat, on a été assez étonnés. Donc, on a manipulé 482 compétences. On a sorti les fiches fonctions des gestionnaires administratives, financières, RH, et également les fiches fonctions des correspondants com et des informaticiens. On a une petite équipe informatique. On a travaillé donc essentiellement sur les activités de bibliothèque. Et sur les 426 items, donc les 482 items, 426 étaient issus finalement du dictionnaire, on ne s'y attendait pas. Donc ça veut dire que 88% des compétences retenues, utilisées, enfin en tous les cas recommandées, étaient issues du dictionnaire. 31 items ont été repris de référence, c'est-à-dire à peu près 6,5%. Et finalement, en nombre de créations, nous n'avons plus que 5% des compétences. C'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé à faire, enfin, à faire en sorte que le dictionnaire effectivement soit utilisé. Et ça s'est fait finalement malgré nous tous. Voilà. La slide suivante, on peut donc oui, alors pardon, j'avais effectivement un dictionnaire riche. Donc en fait, donc nous avons réussi à produire nos fiches fonctions avec les éléments proposés dans le cadre du dictionnaire. Mais évidemment, Corinne et Odile en ont déjà parlé. Nous avons effectivement identifié des limites, à la fois en termes de lacunes. Toutes les missions, enfin toutes les fonctions attendues n'étaient pas exhaustivement mentionnées. Il y avait des manques de compétences sur la maîtrise de l'anglais, sur l'IA, effectivement. Ce que tu disais, Corinne, effectivement, nous l'avons constaté aussi, des fonctions qui étaient, enfin des activités qui correspondaient à des compétences mélangées aux activités. Nous avons constaté aussi que parfois certaines compétences étaient redondantes, enfin nécessitaient d'être précisées ou explicitées. Certaines compétences euh, faisaient doublon finalement. Par exemple, nous avions rendre compte de la politique documentaire. Certaines compétences nous semblaient aller de soi et nous semblaient évidentes dans le cadre d'une activité attendue. Par exemple, interagir avec les apprenants quand on fait de la formation en présentiel, ça nous paraissait très implicite et donc non nécessaire de mentionner cette compétence. Des manques également en termes de réglementation d'hygiène et sécurité. Il n'y avait pas de connaissances, mais des compétences opérationnelles exclusivement. Enfin voilà. Donc peut-être des compétences effectivement riches, mais qui nécessitaient d'être ajustées et qui vont nécessiter qu'il va falloir faire vivre, qu'il va falloir continuer à implémenter et à enrichir. Et se posera pour nous du coup la question de la mise à jour de nos fiches fonctions. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps. En tous les cas, ce qu'on peut dire au final, c'est que finalement, grâce à ce dictionnaire des compétences, de notre point de vue, l'objectif a été complètement atteint, puisque aujourd'hui, nous avons des fiches fonctions qui sont vraiment bien harmonisées, bien maîtrisées par les rédacteurs des fiches fonctions. Et nous sommes arrivés finalement à deux blocs de compétences. Un bloc qui est exclusivement, qui est spécifique à la fonction, qui est harmonisé et cohérent. Et nous avons rajouté, ça c'est une nouveauté, un bloc de compétences commune qui pourrait correspondre aux compétences transversales, mais que nous avons jugées pertinentes et nécessaires dans le contexte de la DIPSO, de notre service commun. Voilà ce que je peux vous dire de l'usage que nous avons fait ici du dictionnaire des compétences ADBU. J'espère avoir été claire. C'était extrêmement intéressant hein, nous présenter, Corinne et Odile, à la fois les usages multiples, hein, ce que vous avez fait sur la première partie, qui montre bien, hein, c'était le sens des échanges qu'il y avait sur le chat, sur la multiplicité des fonctions et des compétences qu'on met en œuvre dans les métiers de la documentation, toutes catégories confondues. Très appréciable d'avoir deux retours d'expérience extrêmement intéressants, très complémentaires sur le plan de formation et comment on adosse une refonte et une réflexion sur les compétences dans un projet de service. J'ai noté, moi, l'existence de fiches fonctions. Donc, Sarah, hop, j'en profite, je reviendrai vers toi le 8, le 8 avril, si tu permets. En tout cas, voilà, merci. Ça éclaire vraiment de manière très, très intéressante sur ce qu'est le dictionnaire. Aux collègues, à tous les collègues qui nous ont suivis, bah,
on vous remercie de votre participation. On va continuer à travailler, comme le disaient Odile et Corinne, on va continuer à travailler sur l'avenir et la déclinaison du dictionnaire, hein, que ce soit en termes de valorisation ou d'enrichissement. Les trois axes d'amélioration, ils sont, voilà, je crois qu'ils commencent à être bien perçus et bien dans la ligne, voilà, dans la ligne de tir. Et donc, ben, voilà, on va s'y mettre petit à petit avec le concours, et je le redis encore une fois dans la suite de ce que tu disais, Odile, avec le concours et les retours des collègues. N'hésitez pas, que ça soit sur l'adresse mail du dictionnaire des compétences ou à n'importe quel moment de la vie de l'association, à nous faire des retours parce que ça nous permet, voilà, ça nous permet d'améliorer l'outil. Un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup pour votre écoute, votre participation. Merci beaucoup.